on a une catégorie de sous-classes, local inner class. Le local inner class, donc local a une méthode, c'est aussi ce qu'on appelle une classe anonyme. Voici un exemple. Je crée ici une instance de B. Si B est une classe, ça va l'étendre. Et si B est une interface, eh ben, je vais l'implémenter. Prenons un exemple. J'ai ici une classe abstraite avec une méthode abstraite AAA. J'ai là une interface avec une méthode OOO. Ma classe abstraite, je vais en créer une instance. Et c'est un peu contre-intuitif, mais je vais le faire avec un new. Mais ça ne va pas être un new comme les autres, ça va être un new suivi d'accolades entre lesquelles je vais implémenter ma méthode abstraite. Ce qu'on va créer ici, c'est une instance unique de A, et anonyme parce qu'on ne va pas lui donner un nom particulier. On peut faire la même chose avec l'interface O. Dans les deux cas, on déclare une variable, et on doit terminer la déclaration par un point-virgule. Un autre exemple ici, dans une méthode, je crée une classe C qui va étendre une classe D, et cette classe que je vais définir, je pourrais l'utiliser dans ma méthode, mais dans ce cas, on n'est plus sur une classe anonyme. On est sur une classe qui a un nom, mais qui va être utilisée uniquement au sein d'une méthode. Alors, on avait parlé des member inner class, on a vu qu'il y en avait trois types, les member inner class niveau instance, les member inner class niveau instance mais statique, les member inner interface, donc là, pas des classes des interfaces, mais c'est la même idée. On voit maintenant qu'il y a des local inner class, donc des classes qui vont être locales à une méthode. On en a vu deux types. On a vu le local inner class mais anonyme, et maintenant on en voit un autre exemple de nommé, et cette fois on a fait le tour des inner class. Une question. Ce code compile-t-il? J'ai une classe englobante qui contient une méthode, qui prend deux paramètres. Cette méthode, elle fait un petit calcul, et ce calcul, il s'appuie sur une local inner class, qu'on a appelée local, dont vous avez le code ici. Je vous laisse quelques secondes pour le lire attentivement. Ce code, il est confus, mais il compile. Maintenant, si je crée une instance de ma classe, et que j'appelle la méthode avec les paramètres 1 et 2, quel résultat je vais obtenir? Je vous laisse là aussi quelques secondes. La valeur qui est contenue dans un objet local, il est égal à 5 fois la valeur qu'on lui a passée au niveau du constructeur. Quand je fais un new local de A, je crée une instance de local dont la valeur de la propriété i est égale à 5 fois A. Mes objets L1 et L2, ils vont avoir comme valeur pour leur propriété i, respectivement 5 fois 1, puisque 1 c'est la valeur que je passe au premier paramètre, et 5 fois 2, puisque 2 est la valeur du second paramètre. La somme des deux, ce sera donc 15. Et maintenant, le code compile-t-il si je supprime final devant int ligne 3? Il compile, car une classe locale, elle a accès à toutes les variables globales qui sont finales ou effectively finales. Donc la variable coef, elle est effectively final. Effectively final, ça veut dire, pour Java, que si on ajoutait final, explicitement, le code compilerait. Dans cet exemple, si j'initialise deux fois coef, une fois 5, une fois 6, je ne pourrais pas ajouter le mot-clé final et avoir du code qui compile. Tout ça nous interdirait d'utiliser coef dans la classe locale, donc on aurait une erreur de compilation ligne 7. Si on continue sur cet exemple et que maintenant on décale l'initialisation de coef ligne 10. Le code, il ne compile pas cette fois, mais ligne 7. Parce que pour Java, la variable coef, elle est utilisée sans avoir été initialisée. Même si dans l'exécution, la variable coef ligne 7, cette ligne de code, elle est utilisée à partir de la ligne 11, quand coef est bien initialisé. On a vu des exemples, mais on n'a pas abordé les règles en début de vidéo. Donc voici des règles générales concernant les inner classes. Pour la visibilité, tous les niveaux sont autorisés, public, privé, sauf pour les local inner classes et les anonymous inner classes, pour lesquels cela n'a pas de sens, puisqu'on est dans une méthode. Pour ce qui est de l'extension de classe et de l'implémentation d'interface, on n'a pas de limitation, sauf pour les classes anonymes, par construction,
puisqu'on passe par un new. Pour abstract et final, c'est possible pour tous les types d'inner class, sauf les anonymous inner. Et là aussi, c'est logique, puisqu'on crée une classe anonyme avec un new, donc on l'instancie. Donc ça n'a pas de sens de considérer qu'on est abstract ou final. Pour l'accès aux membres parents, les inner classes, elles ont accès à tous les membres de la classe parente directement, quelle que soit leur visibilité. Tout ça à l'exception des static inner classes, qui ne voient que les membres statiques. Donc c'est ce qui va principalement différencier l'inner class de l'inner class statique. Pour l'accès aux variables locales, tout ça n'a pas de sens pour les inner classes qui sont au niveau d'instance. C'est naturellement possible pour les inner classes qui sont locales et qu'on va trouver dans une méthode. Ces classes locales, elles ne verront les variables locales que si elles sont finales ou effectively finales. Et ça, on a pu en parler dans un exemple. Ça correspond au cas où une variable pourrait être déclarée finale sans casser la compilation. Pour la déclaration de variables ou de méthodes statiques, c'est uniquement possible dans les static inner class. La classe englobante, elle est généralement requise pour créer une instance. Voici un exemple. En revanche, depuis la classe elle-même, on peut créer une instance d'une inner class en ne mentionnant que le nom de cette inner class. Ça, c'est uniquement si on est dans la classe elle-même. Si c'est utile, on peut accéder à un membre de la classe englobante avec cette syntaxe-là, qui précise les différents niveaux de classe qui s'imbriquent, et éventuellement this, suivi du nom de la variable. Une static inner class, ça peut être instancié directement sans instance de la classe parente. On fait comme ça. Ça peut être importé de façon standard ou statique. La classe englobante, elle a accès aux champs et aux méthodes statiques de la static inner class, mais le reste n'a pas de sens en termes d'accès, car les deux classes, elles sont pensées comme indépendantes. À travers une instance, la classe englobante, elle peut accéder à tous les membres de la sous-classe, quelle que soit leur visibilité. On voit que la classe et la sous-classe, elles sont extrêmement liées. Des règles pour les local inner class, pour terminer. Les local inner classes, elles peuvent accéder à tous les éléments de la classe englobante, que c'est un peu bizarre puisqu'on est vu comme une classe locale à une méthode, mais bon. Elles peuvent accéder à toutes les variables locales, finales ou effectively finales. Elles ont un scope limité à une méthode et pas de visibilité. Elles sont utilisables uniquement dans la méthode, donc on n'a pas de précision à donner en plus au niveau visibilité. Enfin, les classes anonymes, elles ne peuvent pas avoir de clause extends ou implements. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.